C'est avec plaisir que je vous partage mes aventures mentales, imaginaires, quantiques, des vérités qui n'en sont peut-être pas. J'espère que vous aurez autant de plaisir à les écouter que moi à les faire. Quand j'imagine l'époque de Jack l'Éventreur, je vois des rues pavées, c'est tout gris, humide. Je vois les pavés qui sont humides, mouillés par la pluie. Je vois un haut de forme et comme une baguette de magicien. Vous savez, celle où au bout c'est blanc. Une baguette noire et au bout c'est blanc. Je vois également un petit garçon avec un béret qui est habillé tout en gris, comme quand on se représente les petits vendeurs de journaux dans les rues. Alors là, il fait jour et j'aperçois un homme. Alors, toujours ce haut de forme que je vois, ce chapeau, qui se soulève. Un homme brun, les cheveux courts, avec les cheveux un peu ondulés, plutôt grands. Et il a le sourire et en fait il salue les dames qu'il croise. Et pourtant alors ça doit être dans un quartier plutôt pauvre. Parce que si je vois pas des femmes bien vêtues, plutôt plutôt des villageoises, mais j'ai bien l'impression que c'est vraiment dans une ville, Manchester peut-être. Et en fait cet homme-là, alors peut-être qu'il n'est pas si brun que ça, peut-être qu'il est châtain. Là je vois quelqu'un qui se tourne, qui a le sourire plutôt franc et qui a les cheveux courts lui aussi, plutôt blonds, mais les cheveux ondulés. Autant l'autre avait les cheveux ondulés mais bruns, et lui il a les cheveux ondulés blonds. C'est comme s'il y avait deux hommes en même temps. C'est deux hommes qui me sont présentés. Et il y en a un qu'on voit plus la nuit, les cheveux plutôt châtain foncé, on va dire. Et en pleine journée, c'est plutôt le châtain clair qui sourit, qui dit bonjour aux femmes. Voilà, je le vois donner la pièce à un gamin qui vend des journaux. Mais dans la même rue que j'avais vu la nuit. Ça me fait penser un peu à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un peu cette histoire quand même. Ouais, vraiment l'impression que c'est... Ou alors, ils sont frères jumeaux, ou alors ils ont double personnalité. On va voir ce que ça donne par la suite. Donc là, ce que je vois, c'est une tenture rouge, un rideau rouge avec des galons jaunes. Quelqu'un pousse ce rideau et rentre dans un salon. Ça ressemble un peu à un fumoir. Il y a pourtant des femmes, elles qui sont bien habillées. Ça a l'air d'être dans une... Alors si je regarde par la fenêtre... Donc les fenêtres, elles sont assez en hauteur, pas très larges, et un petit carreau. Et donc quand on ouvre les fenêtres, on entend le dehors. Je regarde par-dessus la fenêtre pour voir. C'est pas la même rue, ça ressemble pas à la même rue. Les maisons sont d'extérieur, on dirait qu'elles sont un peu mansardées, comme s'il y avait du bois incrusté dans de la chaux. En extérieur Ouais, les maisons, c'est comme si il y avait un mélange de chaux et de bois dans l'extérieur des maisons. Ça, c'est ce que je vois depuis la fenêtre. On dirait que c'est un premier étage. Et donc, dans ce fumoir... Alors, ok. Donc, quand je suis rentrée par ce rideau rouge, là, donc c'est une main d'homme qui a poussé le rideau pour rentrer. Donc, en fait... Il y avait un premier salon où il y avait des dames qui étaient plutôt bien habillées, assises, les cheveux cachés par un petit chapeau qui faisait comme une sorte de petite casquette en fait sur le devant. Les robes plutôt façon un peu taffetas. Et il y en avait deux, trois peut-être. Je vois sur la gauche il y a une cheminée avec des chandeliers. Et donc, de cette pièce-là, sur la droite,
Donc en face, il y a les fenêtres et sur la droite, il y a une porte et c'est quand on ouvre cette porte qu'il y a le salon des hommes, enfin c'est un fumoir plutôt. Et donc ça doit être la mode parce que je vois quand même pas mal d'hommes qui ont ces chapeaux haute forme là, un peu à la façon Lincoln. Alors, ça parle de quoi ils parlent ces hommes-là? Ça rit de manière assez conventionnelle. Ça parle de jeux de chevaux, peut-être, je sais pas si le tiercé existait à l'époque, en tout cas de courses de chevaux, de paris. Et l'homme que j'ai suivi, donc lui il est rentré dans le fumoir. Quand il est rentré, enfin il doit être assez avoir du charme malgré tout parce que les femmes le regardaient vraiment d'un œil presque un peu gourmand quand même, hein. Et j'ai l'impression que ça lui fait pas grand-chose. Comme si il avait pas de sentiments, mais qu'il avait appris comment décoder les sentiments pour donner le change. Mais c'est comme s'il n'en avait pas en fait. Ça c'est par rapport aux femmes et par rapport aux hommes. Il y a ce sentiment, une vraie animosité vis-à-vis des hommes, mais très contenu. Et ces rendez-vous-là, quand il y allait, ça lui crée une rage intérieure, mais énorme. Et cette rage, elle était envers les hommes, hein, pas envers les femmes. Envers les femmes, il n'avait aucun... Voilà. C'est comme si ça lui déclenchait une rage contre une mère. Alors peut-être sa mère, je sais pas. Alors on va regarder un petit peu de plus près pourquoi ça m'est venu cette histoire d'en vouloir à la mère. Donc là, je vois une femme qui est assez forte, grande et forte, et qui maltraite un enfant. Je ne sais pas si c'est le sien ou pas. Elle lui ébouillante les doigts. Et je ne sais pas pourquoi. Je crois que le petit, il avait envie de goûter ce qu'il y avait dans la casserole. J'ai l'impression, ou dans le chaudron, dans la casserole. Et par méchanceté, puis pour aller casser son impulsivité d'enfant, hein, tout simplement, elle lui tire la main au-dessus de l'évier et elle avait déjà posé l'espèce de grande casserole sur le côté. Et j'entends le gamin qui, enfin, je le sens qui essaye de se dégager et c'est pas possible. Et elle le prend par l'avant-bras et lui verse de l'eau chaude sur le bout des doigts, quoi. Et après, elle lâche en ricanant. Elle est vraiment mauvaise, cette femme. Alors là, je vois une autre scène. Il y a un bébé dans un berceau. Alors le bébé, il a une espèce de calotte de tissu, je sais pas comment on dirait, une charlotte en tissu blanc. Et il se met debout dans son petit lit, il se met debout. Et ce petit lit, c'est un petit lit à bascule. Et en fait, elle vient avec une baguette en bois et elle tape sur le rebord du lit. Le bébé, tout de suite, il s'assoit. Je pense qu'il ne devait pas avoir le droit de se lever. Et alors, on dirait que c'est dans un grenier. J'ai quand même l'impression que cette femme, c'est pas la mère du petit, quoi. Elle s'occupe de lui, elle s'occupe de faire à manger, mais c'est pas son fils. Il y a comme une espèce, même si voilà, il est petit, le bébé, et puis l'enfant de 4 ans, ils ont une certaine prestance, ils sont plutôt menus, presque je dirais racés, ces enfants-là, et puis elle, pas quoi. C'est vraiment pas le même milieu, pas le même monde du tout, mais ils sont sous le même toit. Alors là, je reviens dans le fumoir. Il y a un spectacle qui va se passer. Alors un spectacle ou un théâtre ou... En tout cas, il y a quelque chose qui est prévu un soir. Il est prévu que cet homme-là y aille. Et là, je le vois devant... Alors, ça doit être chez lui. Il est adulte. Il est devant un miroir. Et c'est bizarre parce que le miroir... Ben, il n'y a pas de miroir.
il y a une planche de bois à la place. Et il y a quelques éclats de verre qui restent. Et c'est avec ces éclats de verre, alors il y en a plusieurs, et donc du coup ça fait on voit plusieurs fois sa tête, mais pas très bien. Et c'est avec ces éclats de verre qu'il se coiffe. Et là, il se coiffe l'arrêt sur le côté, comme s'il se mettait un peu de brillantine, ça fait les cheveux tout gras et il les plaque. Je vois qu'il a une très fine moustache, châtain presque noir. Il met un œillet rouge à son smoking. Ouais, c'est pas vraiment une veste, c'est plutôt un smoking ou par-dessus long. Et c'est un œillet rouge et apparemment l'œillet rouge est important. Alors, est-ce que c'est important parce que c'est le code pour la sortie ou pour autre chose? Ça, on le saura peut-être plus tard. Donc là, j'entends des pas dans la rue avec une canne, le bruit d'une canne. Mais c'est une canne pas pour les personnes âgées, c'est une canne de personnes de bonne famille, mais voilà, on dirait qu'il a, je dirais vers 30 ans. Ouais, peut-être un petit peu plus jeune. C'est vrai qu'à cette époque-là, 30 ans, ça faisait vieux. Alors 30 ans ici, pour nous, en 2021, c'est jeune. Donc peut-être qu'en fait, il a plus aux alentours de 20 ans, peut-être alors. Je sais pas trop. Il avance, il a une écharpe blanche qu'il donne à l'ouvreuse. Le chapeau, apparemment, il le garde. Le manteau, elle le prend. Et donc, c'est bien un smoking qu'il avait avec cet œillet rouge. Il s'installe alors, on dirait qu'il y a des loges de chaque côté et au milieu, il y a des tables. Et devant, il y a une grande estrade. Ouais, c'est une salle de spectacle. Et sur les tables, il y a des petites lampes avec des pampilles. Et donc là, il y a le spectacle va commencer. Donc les lumières qui s'éteignent. Les gens commencent à s'arrêter de parler. Il n'y a plus de brouhaha. Et là, il y a comme une danseuse, peut-être effeuilleuse. Elle est toute seule. Il y a un piano. Et en fait, elle est assez dénudée. Et elle danse. Ça a l'air de plaire beaucoup autant aux dames qu'aux messieurs. Il y a rien de... c'est pas sensuel, c'est pas sexy. C'est très gracieux en fait. Gracieux et quand même pas mal dénudé. Et ça a l'air d'être... c'est marrant parce qu'on dirait que c'est les années 1920. Et pourtant, c'est bien plus vieux. Enfin, plus ancien dans le temps. Et donc, cette jeune femme, ça a l'air d'être quelqu'un de connu. En tout cas, dans le milieu artistique. Parce qu'elle se présente, elle est toute seule. Il n'y a même pas d'autres personnes qui sont sur la scène. Alors, il y a d'autres... C'est comme un musical, en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt un musical. Et là, je le vois aller en coulisses. Ça doit être la fin du spectacle. Elle est en train de retirer une espèce de petit bonnet qu'elle avait au-dessus de la tête. Enfin, sur la tête. Et elle dit qu'en fait, elle ne veut pas recevoir de monde. Elle a fini son spectacle. Elle a fait son boulot, quoi. Et lui, il venait la complimenter et lui donner l'œillet rouge. Elle est en train de défaire ses boucles d'oreilles, elle lui dit merci, mais elle s'en fiche un peu de lui. Et ensuite, il retourne. Donc, c'est la sortie du spectacle, c'est encore à l'intérieur, mais plutôt vers le vestiaire.
Et il y a des hommes un peu, dont un bedonnant avec un gros cigare qui rigole gros et gras. Et là, ça le met en fureur. Contenu. C'est comme s'il y avait une scène qui se répétait, même si c'est pas dans le même temps, entre la femme qui ignore son cadeau, à savoir l'œillet rouge, et cet homme très, très fort, avec son cigare. C'est son rire en fait qui l'énerve. Je crois que c'est ce qui le met en rage, c'est les hommes qui sont joyeux et les femmes qui sont dédaigneuses. Et le cumul des deux fait que il va se passer quelque chose, il va faire quelque chose. Il y a une pulsion qui débarque chez lui. Et pourtant, il le sait, hein, que c'est en fréquentant des gens comme ça que il peut se passer des choses. Hein. Mais malgré tout, il est comme obligé d'avoir une certaine vie sociale, ou sociable, les deux d'ailleurs. Et donc, se retrouver confronté à des situations qu'il déclenche et qui créent donc ces pulsions. Et donc, je le vois se cacher dans un recoin et il se secoue les cheveux. Et ses cheveux étaient bien lissés, bien. Et là, il les secoue pour les remettre un peu plus fous. Il a un sac où il met son manteau, son chapeau. Il pose sa canne par terre et il sort quelque chose. Je vois quelque chose de brillant. En tout cas, à la lueur de l'éclairage, quelque chose de brillant. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai l'impression que c'est un couteau effilé, hein, quand même. Et le manche, vous savez, c'est un peu comme les manches de katana, c'est tressé un petit peu. Et le manche, il ressemble à ça. Mais c'est une lame assez longue, assez fine. Et donc il tient son couteau de la main droite le long de la cuisse. Et il y a une femme qui sort, elle est blonde, les cheveux très courts et un peu ondulés, plaqués. Et il lui fait comme une estafilade, c'est-à-dire vraiment un petit coup léger au niveau du cou, pas suffisant pour que ça la tue, mais suffisamment pour que ça la choque et il lui tient les cheveux, il la tire en arrière. En fait, si j'avais à détailler, il passe derrière, il lui fait une estafilade dans le cou, il range son couteau dans, dans, la, dans une poche à l'intérieur de sa veste ou de son manteau, je sais pas trop. Elle est surprise, elle commence à échapper un cri. Il la bâillonne par derrière, il est ganté et il la tire par le menton et par les cheveux. Et je vois ses chaussures taper contre les pavés et elle se retrouve dans la ruelle où il avait comme une espèce de sac poubelle, enfin en tout cas un sac où il mettait des choses dedans, comme s'il laissait une personnalité dans ce sac et il va dans la ruelle. Et dans cette ruelle, elle est évidemment sombre, on dirait une ruelle de service ou je sais pas. Et là, il lui parle. C'est marrant, il se met face à elle. Elle se retrouve contre le mur, droite, debout, contre le mur. La main gantée toujours sur sa bouche, à elle. Il a repris le couteau. Alors, la main gauche est sur sa bouche à elle. Elle a les yeux grands ouverts, elle comprend pas ce qui se passe et elle a très peur de mourir. Elle lâche son sac, elle a un petit sac en bandoulière et elle le fait tomber. Il regarde le sac comme pour bien penser à s'occuper du sac après. Et il lui parle. Et donc, de sa main droite, il lui montre le couteau. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui parle de après la mort.
Il lui parle d'oiseaux lugubres qui s'envolent dans le ciel. C'est comme s'il la préparait à sa mort. Comme s'il y avait un rituel à faire avant. On dirait qu'à travers ce verbiage, ce phrasé là, il crée un accord, un consentement entre elle et lui. Mais elle n'est pas du tout consentante, mais comme elle accepte d'écouter ce qu'il a à dire, elle accepte de fait sans le savoir de mourir. Parce que toute sa petite histoire là sur ces oiseaux lugubres qui s'envolent dans le ciel, c'est lui dire qu'elle va mourir quoi. Mais elle sait pas, elle comprend pas. Mais comme elle écoute, elle fait signe avec ses yeux que oui, elle écoute le truc. Et ben, enfin ce qu'il a à dire, et ben pour lui ça veut dire ben oui, j'accepte que tu me tues. Alors c'est bizarre parce que il y a un tissu blanc et elle accepte d'être attachée par les poignets derrière son dos. C'est elle qui accepte ça sans crier, sans broncher. Je crois qu'elle essaye de négocier en se disant si je crie pas, si je fais ce qu'il me dit, peut-être qu'il me laissera tranquille. Et il l'a fait asseoir. Et ensuite il l'a fait allonger. Et là, il lui dessine. Bon, là, clairement, elle va mourir, hein, parce qu'en fait, il lui ouvre le ventre, mais il lui ouvre le ventre comme s'il dessinait un carré. Enfin, je vois pas forcément un carré, mais de. Alors, quand je suis face à cette dame, de gauche à droite, il lui ouvre le ventre de gauche à droite, mais vers l'estomac assez haut. Ensuite, il descend de chaque côté avec son couteau. Donc côté gauche et puis côté droit. Et elle n'est pas morte. Hein. Et elle parle pas, c'est étonnant. Elle crie pas, elle parle pas. Et en fait, il regarde à l'intérieur. Ah, c'est vraiment dégoûtant. Hein. Il regarde à l'intérieur avec ses gants. C'est comme s'il avait créé une trappe dans son ventre. Et donc il décalote la peau de son ventre. Il regarde les organes. Comme s'il cherchait quelque chose à l'intérieur. Apparemment, il n'y a pas ce qui doit être, je sais pas. Et là, il lui assène des coups de couteau il referme la peau. Enfin, il remet la peau comme elle était. Et il lui plante des coups de couteau à n'en plus finir dans le ventre. Et à un moment donné, il s'arrête. Et il nettoie tout. Il nettoie... Donc il la détache. Ouais, il la retourne, il la détache, il la pousse, elle tombe par terre. Parce qu'elle était comme sur une caisse ou un truc comme ça. Il nettoie son couteau avec de l'eau de Cologne, on dirait un flacon. Alors soit c'est du parfum, soit c'est de l'eau de Cologne, soit c'est de l'alcool. En tout cas, il y a un flacon rectangulaire assez plat. Et donc il nettoie d'abord son couteau. Il nettoie... Donc le couteau, il le range. Il nettoie ses gants. Il prend son sac et il le met dans la poche où il y a son manteau un peu plus loin, où il y a son manteau, son haut de forme et sa canne. Il regarde à droite, à gauche, il n'y a personne. Et il s'échappe dans la nuit sans faire de bruit, vraiment à pas de loup sur la pointe des pieds. Et il rase un peu les maisons comme ça. Et c'est pas qu'il court, mais il marche très vite, un peu sur la pointe des pieds, la tête un peu penchée, le haut de forme vissé sur sa tête,
pour qu'on ne le voit pas. De toute manière, il n'y a personne dans les rues. Donc c'est vraiment plein milieu de la nuit. Et donc je le vois rentrer chez lui. C'est marrant parce qu'il n'a pas tout à fait la même moustache. Là, il a une moustache qui est un peu plus courbée de chaque côté. Mais toujours aussi fine. Alors, ces gants, ils sont quand même un petit peu tachés par le produit qu'il a mis dessus. On dirait des gants en cuir. Et j'ai l'impression qu'il en a plein de ces gants. Mais vraiment beaucoup. Et que c'est un habitué de magasins qui vendent des gants en cuir. Donc, il retire ses gants. Mais alors, c'est étonnant parce que il retire ses gants sans les toucher. Avec l'autre main. Comme s'il avait une espèce de vous savez, les chausse-pieds, voilà. Et ben, il fait la même chose. Au lieu que c'est pour retirer des chaussures ou les mettre, des chaussures, ben là, c'est comme un. Pour retirer les gants, il a comme un chausse-pied, mais pour les mains, je sais pas, un truc spécial, qui fait qu'il ne touche pas l'extérieur des gants. Et une fois qu'il a eu retiré ces gants-là, il va pour nettoyer la poignée extérieure de son chez lui. Et ensuite, il retire son chapeau, son manteau, son sac. Il va boire un petit peu d'alcool. Et là, il s'assoit confortablement. Il allume une sorte de long, de long cigare très fin. Et là, on le sent comme repu, comme apaisé. Voilà, là, il est vraiment apaisé, quoi. Alors, il n'est pas heureux ni joyeux. Il est paisible. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ensuite, il se relève quand il a fini son cigare, enfin son cigare long, la fin. Il se relève, il va récupérer le sac. Il raccroche son manteau et son haut de forme dans je vois une patère. Donc il pose voilà, son manteau et puis son chapeau. Et il regarde dans le sac, il voit, donc il récupère le sac de sa victime. Il va s'installer sur le lit, sur son lit. Et un dessus de lit, je vois le lit, il est un peu doré avec sur le devant, là où il y a les oreillers. C'est un peu comme du métal doré et puis des barreaux. Comment je dirais ça? C'est des lits de l'époque là. C'est des barreaux un peu moulés. C'est-à-dire que c'est assez presque un peu rond allongé, puis ça se resserre, rond allongé, puis ça se resserre, un peu comme des sabliers, mais un peu plus fin, et donc il y en a plusieurs, de manière verticale, de chaque côté, sur le dessus, une barre sur le dessus, légèrement arrondie sur les côtés, et puis, et puis des barreaux verticaux. Voilà, et ça c'est doré. Et donc il a un par-dessus, ça fait un peu satin violet, rose violet. Et donc il s'assoit dessus, sur son lit, et il ouvre le petit sac de sa victime. Il secoue le sac, tout se répand sur le lit, et il regarde. Un peu comme s'il ouvrait un coffre au trésor, et il regarde ce qu'il y a. Donc il y a des pièces, il y a des papiers, il y a un petit miroir, il y a de quoi se repoudrer le nez. Et ensuite, il va mettre ça. Alors, il va mettre tout ça. Donc, le sac, je ne sais pas pour l'instant ce qu'il en fait, mais l'intérieur, il le met au-dessus d'une cheminée. Il y a un grand vase transparent, en verre ou en cristal. Il y a déjà des choses dedans. Je vois notamment un collier en perles blanches. Et donc, il met tout dans ce grand vase transparent sur le dessus de la cheminée. Et le sac, je sais pas trop ce qu'il en fait. Il s'en débarrasse, mais je sais pas trop ce qu'il en fait. Là, je le vois se déshabiller, donc je vois que quand il retire sa chemise blanche.
J'ai pas l'impression... Il a pas beaucoup de poils au torse. Et là, on est le matin. Il se réveille comme tous les matins, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une femme de ménage, une bonne, qui vient. Je vois une théière en argent. J'entends le bruit de l'eau qui coule dans une tasse de thé, certainement. Tasse de thé ou café, je sais pas. Elle lui prépare tout. Elle lui demande si il a bien dormi. Donc là, il s'était habillé, il est sorti de sa chambre et était dans son salon. Elle a interdiction de venir dans sa chambre. Elle lui souhaite une bonne journée, un bon petit déjeuner. Je la vois reculer les mains devant, et elle recule et elle s'en va. Il refume une espèce de cigare allongé là, en lisant le journal qui était à côté. Je le vois mettre de la confiture, de la marmelade sur un toast qui est un peu grillé. Manger ça. Je me demande vraiment bien ce qu'il fait de sa vie parce que cet homme-là, on dirait qu'il travaille pas du tout. Et tout le milieu qu'il fréquente, on dirait que ces hommes ne travaillent pas. C'est comme un milieu où les hommes et les femmes n'ont pas à travailler. Alors, ils doivent être certainement de bonne famille et avoir de l'argent, je sais pas, mais je les vois pas, même pas être chef d'entreprise, juste pas travailler, quoi. Et avoir de l'argent. Donc un milieu aisé quand même. Moi, j'aimerais bien remonter quand même à la première fois où il fait son meurtre. Son premier meurtre. Parce que là, on dirait qu'il est extrêmement méthodique. Et, il sait extrêmement bien tout ce qu'il fait, ce qu'il a à faire. Et voilà, c'est très... il y a des étapes qui passent, mais alors de manière très neutre. Enfin, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de peur. Non, c'est vraiment presque sans émotion. Ouais, c'est très particulier. Donc, on n'arrive pas, en tant que tueur en série, à un niveau comme ça, sans en avoir fait avant, pour trouver un protocole d'action, enfin un protocole de meurtre, je dirais, aussi bien déroulé, quoi. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on revienne à son tout premier meurtre. Et là, je le vois ado, et c'est une jeune fille de son âge. Et en fait, cette jeune fille, elle était assez délurée, assez dévergondée. Et elle l'a énervée. Il y a eu une pulsion qui s'est faite parce que j'ai l'impression qu'elle a ri d'une certaine manière. Je crois que l'un des déclencheurs était un rire, une manière de rire. C'est très particulier. Et en fait, cette gamine, elle était assez provocante, assez cinglante. Comme si elle avait un côté masculin très fort et en même temps un côté féminin à essayer d'amouracher un peu tout le monde et puis de cingler juste après. Enfin, bon, c'était pas une gentille, on va dire, mais de là à ce qu'elle meure, c'est autre chose. Bon, en tout cas, la pulsion qui a débarqué d'un coup. Là, je vois, alors, on est dans un parc et c'est un château. Très, très large et très vaste ce château, et donc on est dans le parc. Je vois des femmes avec des ombrelles. J'entends des roues, comme des roues de carrosse avec des chevaux sur les gravillons. Et en fait, on est dans le parc derrière. À l'avant, on entend le bruit des arrivants sur le gravier. Et il y a un parc soit derrière, soit sur le côté. Et ces femmes en ombrelle sont à l'arrière. Les hommes sont à l'intérieur. Et sur un côté du parc, donc il y a cette jeune fille. Et lui, et là, la pulsion, elle le prend, elle le prend, elle le prend. Et en fait, il y a sur une table d'été, une table d'extérieur, il y a un présentoir à petit four sur plusieurs niveaux qui est rond, peut-être en argent, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a du beurre et il y a un couteau à beurre. Et en fait, il prend le couteau à beurre et il essaye de la planter dans le ventre.
Non, ça c'est ce qu'il fantasme. Il fantasme qu'il la plante avec le couteau à beurre. Sauf qu'il se rend compte que ça ne marchera pas. Il n'y arrivera pas à la tuer avec ça parce que le bout est trop arrondi. Et en fait, malgré tout, je ne sais pas comment c'est possible, mais de rage de ne pas pouvoir la tuer, il arrive à trouver... Alors, est-ce que le couteau à beurre avait des petites dents sur le côté? Il avait le bout arrondi, mais le couteau... Mais malgré tout, il y avait des petites dents. Et en fait, il se serre la lame du couteau à beurre dans sa main gauche. Et il serre tellement fort qu'il arrive à se faire saigner. Et là, ça le soulage. Donc là, j'ai l'impression que c'est... Et là, je revois la scène où il se fait ébouillanter quand il avait à peu près 4 ans par cette cuisinière-là. Ouais, je la vois. Alors, je la vois en fait. Elle est en train de rouler la pâte avec un rouleau à pâtisserie et en fait, elle lui écrase la main. Et elle lui dit de pas bouger. Et elle lui écrase la main et elle roule le rouleau à pâtisserie sur ses doigts, quoi. Sur sa main. Sur le dos de sa main, ses doigts. Et il doit pas pleurer. Et il doit pas geindre, il doit pas crier, il doit rien faire. Alors, est-ce que cette femme... J'étais en train de me dire, est-ce que cette femme, c'est elle qui a le rire qui déclenche tout? Et en fait, pas du tout. C'est pas elle. C'est que soit elle l'ignorait, soit elle le torturait, faut dire ce qui est. Mais c'est son amoureux à elle qui a ce rire-là. C'est un rire gros, gras, bien portant, bien vivant. C'est un chouette rire dans l'absolu. Et cet homme-là, voilà, je le vois, lui, il passe sa main sous les jupes de cette femme-là, il rit grassement, elle est contente aussi, elle rit, mais elle rit méchamment et en regardant le gamin de 4 ans, comme si c'était pour lui dire, tu perds rien pour attendre, attends, je vais passer un bon temps, mais t'inquiète pas que je vais m'occuper de toi après, et voilà. Donc on va revenir au premier meurtre. Donc c'est bien cette gamine. Hein. Et cette gamine, elle va être retrouvée... Alors, est-ce que c'est le soir? Est-ce que... C'est marrant parce que je la vois avec une espèce de petite Charlotte en tissu, comme si elle allait pour se coucher. Et le gamin lui lance des cailloux à la fenêtre ou quelque chose comme ça. En tout cas... Elle descend en cachette de chez elle et il lui demande de venir comme s'il lui avait fait une promesse de lui montrer quelque chose et elle était très curieuse et donc elle accepte. Ils avaient dû se voir dans la journée avant ou autre chose comme ça. Il lui avait dit ben, je te montrerai. Il a attisé sa curiosité à elle. Et donc c'est pour ça qu'elle est descendue en cachette. Et là, donc alors, comment ça se passe? Donc là, il l'emmène dans une rue sombre. Elle est vraiment tout à sa joie de découvrir ce qu'il y a dans la boîte. C'est dans une boîte. Et dans la boîte, il y a... Ah, c'est des... Comment ça s'appelle? Il y a comme des têtards ou un lézard ou quelque chose comme ça. Et elle est enchantée de voir ça. Lui sort son couteau, il la plante sur le côté. Elle émet un son de surprise, il lui colle la main contre sa bouche et ça le dégoûte. Et de là, il se dit la prochaine fois, plus jamais je mettrai ma main sur une bouche d'une femme. C'est pour ça qu'il va prendre des gants et qu'il en aura énormément des gants. Et elle a les grands yeux effrayés, elle se retrouve collée contre le mur, debout, ses jambes vacillent. Et là, il lui plante des tas de coups de couteau dans le ventre. Donc elle tombe, elle s'allonge, il la met sur une caisse, il lui parle, et là, il voit des... Ah, il y a un vol d'oiseaux, d'accord. Il y a un envol d'oiseaux, de plein d'oiseaux, et comme il fait nuit, ça fait... Mais c'est pas ça reste une nuit assez claire quand même. Et donc il voit les oiseaux s'envoler et voilà, c'est peut-être pour ça qu'il raconte les histoires après d'oiseaux. Et donc là il s'acharne sur son ventre
Et une fois qu'il s'est acharné sur son ventre à lui mettre plein de coups de couteau, il soulève sa espèce de chemise de nuit qu'elle avait très longue. Il regarde son ventre, mais c'est comme s'il regardait presque un meuble, quoi. Enfin, il ressent pas du tout que c'est de la chair, que c'est un être humain, pas du tout. Et il écarte, même si ça le dégoûte, il prend un espèce de petit bâton ou je sais pas quoi, et il écarte les plaies qu'il a fait, il les agrandit, et il voit qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur bizarres. Et donc il commence à découper d'abord le haut et puis sur les côtés pour regarder dedans. C'est vraiment gore, je vous assure, c'est pas facile. Et là, il a une fascination pour comment c'est à l'intérieur. Et on a l'impression qu'en fait, il regarde parce que ça bouge dedans. Comme si les organes du ventre, les viscères et tout ça bougeaient. Et donc, il regardait ça pendant un moment avant que ça s'arrête de bouger, peut-être. Et là, il panique un petit peu. Une fois qu'il est... Donc, il la laisse comme ça. Il essuie sur sa robe de nuit à elle sa lame de couteau bien effilée. J'ai pas l'impression que c'est tout à fait le même couteau que au meurtre de la blonde là. Là pour cette jeune fille, je suis pas sûre que ça soit le même couteau quand même. En tout cas, il essuie le couteau, il vérifie qu'il n'a pas laissé de traces de quoi que ce soit derrière lui. Il regarde s'il n'y a personne et il se met à courir, à en perdre haleine et il rentre chez lui. Et effectivement, c'est bien ce que je pensais. Ses parents sont des gens qui sont aisés, qui sont pas vraiment des parents parce qu'ils s'occupent pas du tout de leurs enfants. Alors je dis leurs enfants et pourtant je vois que... Ah bah si, d'accord. Donc il y a l'enfant de 4 ans que je voyais et il y avait le bébé aussi. D'accord. Et donc c'est son petit frère. Donc ils ont peut-être un peu plus de 3 ans d'écart. Ok. Et donc là, pardon, je fais des digressions, hein, parce que dans le temps, ça bouge un peu. Il me montre en fait que quand il était petit, voilà, ses parents s'occupaient pas du tout de lui ni de son frère, et que c'était cette cuisinière qui s'occupait d'eux. Et évidemment, apparemment, il pouvait vraiment pas du tout se confier à ses parents sur la maltraitance qu'il avait quand il était petit avec cette cuisinière. Et l'amoureux de la cuisinière, là, on sait même pas d'où il vient, qu'il était lui. Et là, il me montre le gros ventre de cette cuisinière, justement. Mais je pense pas qu'elle était enceinte. Mais par contre, elle lui dit quelque chose. Bon, elle était forte, hein. Mais elle avait un ventre proéminent, c'est vrai. Et elle lui dit, tu crois pas qu'il y a un polichinelle dans le placard? Et, elle rit méchamment et tout, puis elle se tape le ventre, l'air de rigoler. Alors, pourquoi elle dit ça, je sais pas. Est-ce que c'est ça qu'il cherchait quand il découpait le ventre des femmes par la suite? À voir ce qu'il y avait dedans, je peux pas dire s'il y a un vrai lien de cause à effet. On va regarder le deuxième meurtre. Alors, le deuxième meurtre... Hein. Deuxième meurtre, c'est sa petite amie. Hein. Il a une petite amie qui ne l'embrasse pas, qui fréquente une fille de bonne famille. Et elle se retrouve morte, pareil dans une ruelle. Là, il raconte l'histoire des oiseaux. Voilà, il a des gants. Elle comprend rien à ce qui se passe non plus. Le même processus. Alors là, cette fois-ci, autant le tout premier meurtre, il l'avait planté et après ouvert. Là, on peut pas dire qu'il a une certaine tendresse quand même, mais il est délicat dans ses incisions. Voilà, c'est ça que je dirais. Il est délicat dans ses incisions. Comme s'il avait plus une marque de respect, alors que son premier meurtre, c'était quand même... là, il était juste en rage parce qu'elle l'avait énervé d'une certaine manière. Donc ce deuxième meurtre qui était sa promise, hein, il aurait pu s'il avait été normal cet homme-là,
peut-être qu'il se serait marié avec elle. La police n'a pas du tout fait le lien, parce qu'il y a eu plusieurs années quand même, entre le meurtre de la jeune fille et puis le meurtre de cette jeune femme. Elle n'a pas du tout fait le lien. À aucun moment il a été inquiété. On dira dans les journaux à ce deuxième meurtre que c'était un détraqué. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que pour calmer l'inquiétude générale, ils arrêtent quelqu'un, un homme un peu vagabond, un peu misérable, histoire de rassurer la population, quoi. C'est plus ça. Alors que lui, il a rien fait, hein. Il clame son innocence et tout ça, mais en tout cas, s'en vient une série de meurtres déclenchés à chaque fois en peu de temps, le mépris d'une femme et un rire gras d'un homme. Ça, c'est la combinaison qui fait que pouf, ça enclenche une pulsion de meurtre. À un moment donné, les meurtres, ils s'arrêtent. Pourtant, il y en a beaucoup, hein. Enfin, bon, je trouve qu'il y en a beaucoup. Même déjà 3, c'est beaucoup, mais là, je sais pas, je dirais bien 10, 15, peut-être plus. Et la police n'arrive pas du tout à comprendre. C'est fait de manière beaucoup trop minutieuse pour qu'ils arrivent à trouver. Ils n'arrivent pas à faire de lien entre les victimes. Tantôt c'est une dame de bonne vertu, tantôt c'est une artiste, tantôt c'est une sans-abri, tantôt c'est une prostituée, tantôt c'est une femme qui est écrivain, tantôt c'est une veuve. Enfin vraiment, il n'y a pas de lien, c'est pas forcément les mêmes. Je dirais que c'est pas forcément les mêmes quartiers, mais en tout cas c'est un peu les mêmes rues sombres. Alors peut-être c'est le même quartier quand même. Non, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait les mêmes quartiers. Comme ça, il s'évapore, il n'y a plus de meurtre, plus rien, ça s'arrête du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté les meurtres du jour au lendemain? J'ai l'impression qu'il s'est suicidé. J'ai l'impression qu'il a vidé son vase. Ouais, on dirait qu'il a vidé son vase dans les égouts et il s'est suicidé avec son couteau. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi il s'est suicidé? Pourquoi il n'a pas continué? Qu'est-ce qu'il a fait? Sa mère est morte. Alors, sa mère est morte. Elle est morte de manière naturelle. Et comme une pulsion, ça lui a provoqué une action d'un suicide. Et ce qui est étonnant, alors la police le retrouve, ça reste assez secret. Pourquoi ça reste assez secret? Son suicide, c'est pas mis dans les journaux. Et alors, on ne fait aucun lien entre les meurtres et lui. À aucun moment, jamais. Ça devait quand même être quelqu'un qui devait avoir un certain statut. C'est pas possible autrement. En tout cas, sa vie se termine comme ça. Il est retrouvé dans un caniveau et il s'est planté un coup de couteau. Où est-ce qu'il s'est planté un coup de couteau d'ailleurs? Il avait... Alors c'est étonnant ça, il avait pas ses gants. Il avait les mains qui tremblaient, c'était toujours à peu près à la même heure qu'il tuait les victimes. Là, c'est à la même heure où il s'est suicidé. Et il avait les mains qui tremblaient quand il a planté la lame. Par contre, il savait exactement à quel endroit il était sûr de mourir, quoi. En plantant son couteau. Et j'ai l'impression que c'était encore un autre couteau. C'est pas le couteau que j'avais vu du premier meurtre que je vous ai expliqué, qu'on a vu ensemble. La blonde, là, en sortant du spectacle, c'est pas ce couteau-là. C'en est un autre. Et donc là, il n'avait pas ses gants. Et on parle de lui, alors dans un petit cercle fermé, comme si c'était pas rendu public, hein, ce suicide, que on disait de lui que c'était un homme plutôt taciturne, plutôt secret, bien élevé, bien évidemment très courtois, un célibataire. Et certaines disaient de lui qu'il avait une noirceur d'âme qui les attirait et les effrayait en même temps. Elles osaient un peu dire ça une fois qu'il a été enterré. Mais vraiment, ça restait très confidentiel sa mort, hein. Très surprenant. Voilà ce que j'ai comme information sur Jack l'Éventreur. J'espère que l'histoire vous a plu.
C'était gore, mais pas trop pour moi. J'essaie- Et voilà un peu l'histoire.